Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end, beaucoup de choses dans tous les championnats. Bien sûr, OLOM, City Arsenal, l'énorme victoire du Barça en Italie, c'était une dinguerie entre le derby de la Madonnina et la veille Juve-Naples. En Bundesliga aussi, Dortmund qui se fait exploser par Stuttgart, Leverkusen qui revient dans le Shabby Time, tous ces événements. Ils m'ont pris un petit peu de temps à digérer et je crois que j'avais besoin de prendre un léger moment de recul, aussi parce que, pas seulement pour une raison émotive, mais aussi parce que je pense que c'est un week-end qui marque vraiment un tournant dans cette saison. Je crois qu'on a vécu un point d'inflexion, peut-être le premier point d'inflexion majeur de 2024-2025. Les conséquences pourraient être profondes et elles me font me poser 5 questions. Donc un format de vidéo qu'on fait de temps en temps et qui me semble approprié aujourd'hui. C'est parti, les 5 questions qui ressortent de cet énorme week-end. La première, que joue l'OM? Que joue véritablement l'Olympique de Marseille cette saison? Cet OM bien sûr vainqueur en infériorité numérique pendant plus de 90 minutes, si on compte le temps additionnel, 90 minutes plus, ouais, en gros tout le match à 10 contre 11. Un énorme résultat en déplacement contre un ennemi, un résultat de nature à souder un groupe, et on l'a vu franchement dans toutes les interviews, déclarations d'après-match, les réactions, etc. Je pense que c'est pas juste les 3 points, c'est aussi ce que ça permet de donner au moral et au mental marseillais, avec un nouvel entraîneur, fonder un collectif. Ça, c'est les succès importants dans cette ligne directrice-là. Mais après aussi, tout simplement, statistiquement, ouais, le fait d'avoir battu l'OL 3-2, donc, ça fait que Marseille est actuellement à 4 victoires, 1 nul, 0 défaite, toujours invaincu en Ligue 1. Ça fait qu'ils n'ont jamais marqué moins de 2 buts dans un match. Ils ont 15 buts marqués, c'est la deuxième attaque, juste derrière le Paris Saint-Germain. Et niveau points, ouais, ils sont en égalité avec le Paris Saint-Germain. Monaco aussi, on a 3 équipes en tête de notre Ligue 1, les 3 invaincus avec 13 points. Voilà, ça c'est à quoi ressemble notre championnat de France. Et ils ont avec De Zerbi un top entraîneur. On en parlait en début de saison quand on avait cette vidéo. Mon avis sur l'OM 2024-2025, je trouvais que leur mercato était hyper intéressant. Une des meilleures fenêtres de transfert qu'ils ont fait sur les dernières années. Ça se prouve, ça se voit avec Mason Greenwood qui est déjà à 5 matchs, 5 buts en Ligue 1. Et ils ont encore des recrues qui n'ont pas encore beaucoup joué. Ismaël Koné a été titulaire contre l'OL. Mais lui, Valentin Carboni par exemple, les deux c'est moins de 90 minutes jouées. Jonathan Rowe aussi qui est entré, c'est aussi moins de 90 minutes jouées en Ligue 1 pour l'instant cette saison. Neil Maupay c'est à peine plus de 90. Donc ils ont encore beaucoup de recrues à intégrer. Je pense qu'un Eli Wahi n'a pas donné la pleine mesure de son talent. Il y a encore une marge d'amélioration je trouve dans cette équipe. Et voilà, j'angle autour de l'OM, bien sûr j'aurais 1000 choses à dire sur l'OL et sans doute qu'on en fera une vidéo dans pas trop longtemps. Mais pour moi, la question majeure qui ressort de ce choc et de cette victoire, c'est, ouais, est-ce que l'OM, oui, les fameux mots, est-ce que l'OM peut jouer le titre? Pour une équipe qui a fini 8ème l'année dernière, 8ème, une de ses pires saisons au 21e siècle, est-ce que Marseille peut le faire? Ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas été sacrés champions, en 2010 bien sûr, la première année de Deschamps. Ça fait 15 ans, c'est leur seul titre de champion au 21e siècle. Je crois que les chiffres avancés nous incitent à la prudence. Si Marseille est actuellement deuxième de Ligue 1, en réalité, il y a eu beaucoup de matchs. C'est le cas contre l'OL, 0,8 XG à 3 pour l'OL. Contre Nice aussi, il avait emporté 2-0 avec seulement 0,7 XG produit, 1,9 pour Nice. Contre Toulouse, 0,8 pour 3 buts et Toulouse était à 1. Donc contre Reims, ils auraient sans doute mérité de l'emporter. Mais c'est vrai que le classement corrigé en fonction des expected points, au bout de 5 journées, peut-être faut s'en méfier. Mais quand même, ils voient Marseille rétrograder de la deuxième à la... Ça fait quoi? Ça fait 8ème place. Donc il y a une surperformance, c'est vrai. Ils auraient dû marquer à peu près 8 points. Ils en ont 13 si on regarde les XG, ce qui est la meilleure surperformance du championnat de France. Donc peut-être un petit peu de prudence. Et peut-être aussi dire que sur ce classement... il y a aussi Monaco, il y a Paris bien sûr, mais il y a aussi Monaco qui l'a emporté contre le Havre, avait battu Auxerre 3-0, a fait un début de saison où ils ont joué Lyon, Lens, ont battu le Barça bien sûr, même dans des circonstances favorables, en faisant un top match. Eux aussi ils ont un super effectif, une profondeur offensive que j'admire, je trouve Monaco c'est très beau,
Et voilà, eux aussi sont 3e, à égalité avec Paris. Je dirais quand même, avec tout ça, que Paris a encore une belle longueur d'avance. Pour moi, ils sont quand même, et même d'assez loin, encore les favoris pour le titre. Mais c'est vrai que ça donne à cette OM PSG au Vélodrome dans un mois encore plus de saveur. Et en attendant, Marseille va jouer 3 équipes de deuxième partie de tableau, Strasbourg, Angers et Montpellier. Strasbourg 10e sur 18, ça fait deuxième partie de tableau, et Angers et Montpellier qui sont encore plus loin derrière. Donc l'opportunité de peut-être faire un 9 sur 9 avant de jouer Paris, d'arriver à ce match avec 22 points en 8 journées, un départ canon, et ce serait assez dingue au Vélodrome. En tout cas, ce match me hype énormément. Je dois dire aussi, dans la perspective d'aller potentiellement disputer les toutes premières places, peut-être la toute première pour Marseille cette saison, le fait d'avoir fini 8ème l'année dernière, pas joué de Coupe d'Europe, encore plus dans une saison où la Coupe d'Europe maintenant, c'est minimum 8 matchs, et on peut imaginer pour une équipe comme Monaco qui est bien partie, que je vois faire une saison européenne plutôt correcte. Je les vois se qualifier pour le prochain tour, peut-être pas dans les 8 premiers, mais s'ils finissent entre 9ème et 24ème et qu'ils doivent jouer ce tour de playoff, ça veut dire minimum 2 matchs en plus, peut-être s'ils se qualifient 2 en plus. Enfin, moi, une équipe comme Monaco, pour moi, va jouer facile 10 matchs européens cette saison, peut-être 12. C'est 10-12 matchs que Marseille n'a pas à jouer. Et le Paris Saint-Germain, ils vont peut-être en jouer 12, 14, 16. On verra leur saison. Mais voilà, ça c'est sûr un avantage pour un club qui a pourtant un effectif que je trouve très très correct, aussi sur la profondeur. Donc voilà, c'est pas tant le fait d'avoir battu l'OL, mais c'est plus les circonstances. Battre l'OL en infériorité numérique tout le match, souder ton groupe, souder ton collectif. Je crois que ça les rend particulièrement dangereux. Et voilà, que joue l'OM? C'est la première question que ce début de saison français me fait me poser. La deuxième, parce qu'en Angleterre il y avait l'énorme match, le choc. City peut-il survivre sans Rodri? Bien sûr, j'ai vu le match, j'étais curieux, intéressé, la réaction d'Arsenal à 10 contre 11, tout même le niveau d'engagement un peu croissant de ce match, une rivalité un petit peu plus intense sur le plan émotionnel, de la conflictualité, en vrai j'aime bien. Je préfère que ce soit un petit peu plus agressif et des équipes qui s'aiment pas, et de moins en moins, je trouve ça stylé. Mais le plus gros enseignement, ou le plus gros take-away de ce match, pour moi, c'est pas l'égalisation tardive de John Stones, c'est pas cette conflictualité croissante, c'est la blessure de Rodri. Bien sûr, il est sorti contre Arsenal à la 20e minute de jeu, très très probablement rupture des ligaments croisés, c'est ce qu'on a vu ce matin. C'est, je pense, dans la liste des pires nouvelles que City pouvait recevoir. Tout en haut, il y a genre suspendu des compétitions européennes et titre de première ligue retiré à cause de leur affaire de fair play financier. Ok, ça c'est numéro 1. Numéro 2, c'est peut-être Guardiola s'en va. Départ choc, annonce fracassante. Mais après, troisième place, c'est pour moi, c'est Rodri se fait les croisés. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup pire que ça. Pour un gars qui est candidat Ballon d'Or cette saison et qui va sans doute finir deuxième derrière Vinicius, pour un gars qui a fait un 2023-2024 absolument stratosphérique, pour moi j'aurais dit le meilleur joueur du monde sur cette saison, le joueur le plus important en tout cas de la meilleure équipe, pas celle qui remporte la Champions, mais éliminé par le Real sans perdre le moindre match, dans un quart de finale monumental, épique, et en vrai qui a encore remporté la Première Ligue, pratique un niveau de foot juste spectaculaire. En tout cas, le joueur le plus important de la meilleure équipe, en tout cas aux yeux de Guardiola, qu'il a titularisé 50 fois, toutes compétitions confondues, numéro 1 de l'équipe, qu'il a fait jouer 4325 minutes, toutes compétitions confondues, numéro 1 de l'équipe. Après, derrière, il a enchaîné avec, bien sûr, cet Euro 2024. C'est assez clair, Rodri, pour City, c'est le joueur clé depuis un moment, depuis février 2023, un an et demi à peu près. En Première Ligue, City a joué 48 matchs avec Rodri, 0 défaite. 0 défaite sur 48 matchs. Ils ont joué 11 matchs sans Rodri, 4 défaites. 4 sur 11, versus 0 sur 48. Avec et sans lui, c'est juste pas la même équipe. Est-ce qu'ils peuvent survivre? Et depuis qu'il est arrivé, même 2019-2020, on voit 174 matchs avec lui, 19 défaites, 21 matchs sans lui, 7 défaites. C'est une différence de 15% de win rate. C'est à peu près, il représente juste Rodri lui seul. Sur ce bilan statistique, c'est un gars qui te rapporte 0,4 points par match, 0,47 points par match même. Quasiment un demi-point par match entre le fait qu'il soit présent, absent. C'est juste lunaire un impact de ce niveau. Est-ce que City peut survivre avec lui? Il va rater toute la saison.
Est-ce qu'ils peuvent quand même gagner la Première Ligue, leur 5e d'affilée? Est-ce qu'ils peuvent quand même être performants en Champions? J'ai vu que leur cote pour le titre a grimpé depuis. Elle est passée à 2,20. Arsenal est juste derrière à 2,60. Un Liverpool à 6 par exemple. Et en Ligue des Champions, c'est resté, je crois, kiff-kiff. Il y a peut-être plus de paramètres et moins de prétendants dans une certaine mesure. Mais City est là à 4, le Real tout de suite derrière à 4,50. Ensuite Bayern 9, Arsenal 10. La 4e équipe la plus probable pour les bookmakers. Voilà, ils sont toujours favoris de ces deux compétitions, mais c'est serré. Ouais, est-ce qu'ils peuvent survivre? Un point positif peut-être pour les Citizens, c'est que Guardiola en général a montré qu'il savait s'adapter. L'année dernière, De Bruyne rate genre 6 mois et Julián Alvarez devient un 10 dans le 3-2-4-1. Tout à fait pertinent, ça a bien marché. Ils ont Kovacic qui est top joueur, ils ont Gundo qui est revenu, et ils ont aussi Rico Lewis qui sur les 3 premiers matchs de la saison, comme Rodri s'était blessé pendant la finale d'Euro, avait raté le début de saison, et avait totalement dépanné, rendu service. Il avait joué les 3 premiers matchs en tant que titulaire, Rico Lewis, aux côtés de Kovacic. Il avait été très très bon, c'était une paire qui avait super bien fonctionné. Donc voilà, il y a toujours cette question, est-ce que City devrait recruter un vrai remplaçant pour Rodri, pour le faire souffler, parce qu'il est tellement important? Mais qui est-ce que tu peux vraiment recruter si t'as ton meilleur joueur qui joue tous les matchs? Enfin, c'est dur d'avoir un substitut, un gars de sa qualité ou qui s'en approche, qui serait prêt, genre un Bruno Guimaraes par exemple, comme on entendait parler à un moment, mais qui serait prêt à être sur le banc 70-80% du temps. Donc je trouve qu'en attendant, il se débrouille plutôt bien avec, par exemple, cette paire Kovacic-Rico Lewis, et Guardiola a montré que c'était un gars qui savait s'adapter. On peut dire aussi après, Arsenal a aussi une grosse absence en face. Ils ont perdu Odegaard, après c'est que jusqu'en novembre, mais c'est un truc ligamentaire, peut-être ça pourrait avoir des répercussions un petit peu plus longues, le fait de se remettre à niveau, on ne sait pas exactement comment il va revenir de cette blessure. Et il y a aussi Liverpool, eux ils sont bien. Moi j'aurais un œil particulier sur Liverpool, en plus qui a bien rebondi ce week-end, après leur défaite surprise contre Forest, qui était pas mal en Champions aussi. Ouais, franchement Liverpool... attention à eux, quand je vois que Arsenal est 2e favori de PL à 2,60 et Liverpool est très très loin derrière à 6, je sais pas à quel point je suis d'accord avec ça. Pour moi, Liverpool est au moins plus proche que ça. Mais tout ça pour dire, la bataille pour le titre vient de devenir très très intéressante parce que maintenant je trouve que c'est hyper serré. Sans Rodri pour toute la saison, je pense, pour moi ça devient vraiment très très serré. Et ouais, ma dernière crainte un peu, c'est est-ce que c'est déjà la fin du grand Rodri tel qu'on le connaît? Il a raté peu de matchs jusqu'alors, mais blessure en finale d'Euro, maintenant ça, toute une année, quand il reviendra, il aura 29 ans et quelques, saison prochaine. Donc on a vécu le Rodri Prime, et pour moi sur cette période, je dirais que c'était pas loin d'être le meilleur joueur du monde. Comment est-ce qu'il reviendra, et est-ce que ce prime finalement n'aura pas été coupé de manière, vraiment, est-ce qu'il n'aura pas été trop court, parce que son retour de blessure, ça m'inquiète un petit peu. Lui qui avait appelé à la réduction des matchs juste avant, une semaine avant, et qui sur cette saison-là, si on ajoute Ligue des Nations, les matchs amicaux, la Coupe du Monde des clubs que City va sans doute disputer à la fin de saison, tu mets ça tout bout à bout, si City va dans toutes les finales, ça aurait pu faire un calendrier à 85 matchs en une saison pour Rodri. Donc ça pose aussi cette question de la multiplication des rencontres, même si pour le coup, une blessure ligament croisé comme ça, c'est moins une blessure d'usure qu'une blessure un petit peu de malchance, d'appui quoi. Mais quand même, c'est un symbole assez fort. Est-ce que City peut survivre donc sans Rodri? Troisième question, et je l'ai mis troisième, mais en vrai je crois que c'est le truc qui m'a limite le plus choqué du week-end. Jusqu'où ira Lamine Yamal? Le Barça se déplaçait du côté de Villarreal. Ils leur ont mis une pile. Ils étaient 4ème de Liga. Pourtant, Villarreal, ils sont allés leur mettre 5-1. Pas mal de buts hors jeu de Villarreal. Ils ont un peu de réussite là-dessus. Mais quand même, ils ont été très très costauds. Doublé de Lewandowski, doublé de Rafinha. Mais celui qui m'a le plus choqué de tous, en vrai, c'est lui. Systématiquement dangereux, touche un montant, 3 passes clés. Et cette passe décisive là pour le 5-1 qui est juste lunaire. Juste lunaire. Elle est totalement folle. Cette trivela extérieure du pied là, passe de 30 mètres en pleine course, elle est parfaitement dosée. Le geste est tellement difficile. Et ouais, juste, c'est un fou, il est tellement fort. En 7 matchs pour lui cette saison, toutes compétitions confondues, Liga plus Ligue des Champions, il est donc à 4 buts, 5 passes D. Ça fait 9 contributions décisives en 7 rencontres.
Je crois qu'il n'y a que Kane et Lewandowski qui sont au-dessus. Donc voilà, ça situe un petit peu le bonhomme. Et moi, je trouve juste qu'après ça, après son Euro, c'est action décisive après action décisive sur ce début de saison contre Monaco, là aussi, à partir de rien en fait. Il réussit à planter. Et je sais pas, c'est juste un gamin qui est là depuis 1 an et demi. C'était avril 2023, je crois, contre le Betis. C'est toute première minute, là, sous Xavi. Et il avait raté une grosse occasion, d'ailleurs. Il progresse à vitesse grand V, c'est juste une folie. Et il a encore que 17 ans. Il vient d'avoir 17 ans cet été. Mais vraiment, jusqu'où est-ce qu'il peut aller? Je trouve il montre, sur chaque tranche d'un mois, qu'il progresse. Constamment en progression, de plus en plus décisif, de plus en plus efficace. Je trouve que tout ce qu'il fait, c'est remarquablement efficace. Il y a déjà assez peu de déchets et de fioritures excessives dans son jeu. C'est vraiment un offensif percutant, tranchant, créatif, mais efficace. Et à 17 ans, je trouve ça juste totalement dingue. Il est déjà le 10e joueur le plus valuable du monde pour Transfermarkt. Il est le seul teenager, on pourrait dire jeune, ça te fait monter plus haut. Il est le seul teenager du top 60. Tous ont plus de 19 ans, plus 20 ans et plus. Et il est évalué à 120 millions. Voilà, il est à égalité avec un Valverde, Declan Rice. Pour moi, à la prochaine actualisation, il passe au-dessus. Et après, il y a 4 joueurs à 180. Bellingham, Haaland, Vinicius, Mbappé. Le top 4. Pour moi, il n'y a aucune raison qu'il n'y soit pas très vite, très bientôt. Et jusqu'où est-ce qu'il peut aller? C'est évidemment un gars candidat au futur Ballon d'Or, pas celui de cette saison. Il sera, je pense, quand même dans le top 10, facile. Peut-être top 5. Mais ceux d'après, combien de Ballons d'Or est-ce qu'il peut aller gagner dans sa carrière? C'est des questions qui peuvent paraître prématurées. C'est les mêmes qu'on posait pour Kylian Mbappé en 2018. Et il a pourtant 0 Ballon d'Or 6 ans plus tard. Donc on sait que le foot, assez logique. Voilà, il faut continuer à montrer saison après saison. Mais je trouve que son efficacité, sa mentalité, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Il faut juste éviter la grosse blessure et continuer à porter le Barça très très haut. Jusqu'où? Jusqu'à un titre de champion cette saison. C'est évidemment l'objectif. Barça, 6 matchs, 6 victoires, 22 buts pour. C'est déjà 9 de plus que le Real Madrid en 6 rencontres, 22 en 6 matchs, 18 points, le départ parfait pour les hommes d'Hansi Flick. Ils ont démarré très très fort. Et le plafond de Lamine Yamal semble... Enfin, moi je le vois pas en tout cas. Je regarde et je le vois pas. Alors ouais, il va falloir réagir à la blessure de Ter Stegen, qui, ok, contre Monaco, passe désastreuse, a vécu des moments difficiles, mais aussi la saison dernière, le moment qu'il avait raté, là, les 2 mois, décembre-janvier, là, novembre-décembre-janvier, avec Iñaki Peña, ça avait été compliqué. Ça avait un moment où le Barça avait vraiment souffert défensivement. Donc ça, c'est quand même ça aussi, c'est un vrai tournant de la saison pour eux. Comment est-ce qu'ils réagissent? Mais avec ce Yamal-là, en tout cas, offensivement, il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter pour eux. Il est vraiment dingue. 4e interrogation à la suite de ce week-end. Qui va gagner la Serie A? Ouais, c'est une question assez large. Mais c'était un très très gros week-end de football italien qui nous permet peut-être d'aller un petit peu plus dans cette direction. Il y avait Juve-Naples 0-0. Et il y a eu donc le derby della Madonnina, Inter 1, Milan 2. Avec un Pulisic en feu qui permet à l'AC Milan de remporter le derby. Ça, c'est Gabbia, 89e, qui marque le but du 2-1. Mais juste avant, il y avait Pulisic qui, sur un contact avec Mkhitaryan, récupération haute, derrière accélération, il bat une ligne de 5 à lui tout seul, plein axe, et va finir. Pulisic, il est vraiment tout feu, tout flamme sur ce début de saison. C'est 3 buts, 2 passes D sur les 5 premières journées de Serie A. Et ouais, il porte cet AC Milan qui est sous Fonseca, là, qui est sur ce derby, a montré une approche très très offensive. Tammy Abraham, le 9 du 4-2-3, Morata sous lui, donc un peu un système à 2 attaquants centraux, mais Morata sur le papier comme ça en 10, avec Raphaël Leao, avec Pulisic, avec Reinders qui a fait un top match, Youssouf Fofana à ses côtés, Tomori Gabbia, Emerson Théo Hernandez derrière. Voilà, ça c'était 7 AC Milan qui, en l'emportant contre l'Inter comme ça, rebat un peu totalement les cartes, avec le nul de Naples et de la Juve. Ça fait qu'ils remontent à la 7ème place à par exemple un petit point de la Juve, en n'ayant pourtant pas fait un début de saison spectaculaire, mais là, 2e victoire d'affilée pour Milan, ils sont qu'à un seul point de la Juve. Et je sais pas, numéro 1, leader, le Torino. 2e place, Naples, ok. À la 3e place, Udine. À la 5e place, Empoli. C'est un début de saison de Serie A qui est parti un petit peu dans tous les sens. Et Torino, Empoli par exemple, les deux sont encore invaincus. La Juve aussi, c'est les 3 seules équipes invaincues
de Serie A. Ouais, c'est ça. Et juste, vraiment assez dingue. L'Atalanta a un match en moins, ils sont là 9ème, mais ils jouent ce soir contre Côme. Donc ils pourraient remonter eux aussi dans le top 5 avec une victoire, top 4 même. Mais ouais, c'est juste une Serie A très très intéressante, qui l'est régulièrement, mais avec des champions qui changent chaque année. Mais l'année dernière, par exemple, l'Inter est champion avec 94 points, 19 de plus que son dauphin, l'AC Milan. La saison d'avant, 2022-2023, bien sûr, c'est le Grand Naples de Spalletti, de Kvara et Osimhen, champion avec 90 points, c'est 16 de plus que la Lazio deuxième. Donc, c'était des années où on a eu de très très beaux champions, mais pas de vraies courses pour le titre. Les vainqueurs se sont dégagés assez nettement. Cette année, c'est totalement fou. Et l'Inter, sa cote a bien augmenté. Là. Au début de saison, je pense qu'ils étaient beaucoup plus favoris que ça. Maintenant, champion d'Italie, c'est à 2, alors qu'ils semblaient avoir une belle longueur d'avance au départ. La Juve est 2ème avec 4, Naples 3ème avec 5, l'AC Milan avec 7. Franchement, ça, c'est des cotes de 4 équipes qui peuvent vraiment aller chercher le titre. Après, les autres sont plus décrochés. Atalanta 20, Rome 50, Lazio 75, Torino 100, etc. Mais ouais, c'est une belle Serie A qui part un petit peu dans tous les sens et avec de gros matchs qui arrivent parce que ce week-end, c'est Udinese-Inter, donc le 3ème contre l'Inter. 3ème surprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le week-end d'après? Inter-Torino, avec Torino qui est leader pour l'instant. Et ensuite, la journée d'après ça, Roma-Inter. Et la 4ème, Inter-Juve. Dans un mois à peine, le derby d'Italia, Inter-Juve. Très très gros match. Et ouais, une course pour le titre super kiffante en Serie A. Donc, qui va gagner? C'est une question qui est vraiment ouverte comme ça après 5 journées. Enfin, ma 5ème question, Chelsea. Et si cette fois, c'était la bonne? Ils sont allés battre West Ham ce week-end 3-0 à Londres. Ils sont 5ème. En 5 matchs pour l'instant, une seule défaite pour Chelsea. C'était le premier match contre Manchester City. Donc tu perds contre Man City, ok. C'est pas catastrophique. Et ils avaient fait plutôt un bon match en plus. Quand tu cumules ça à leur bonne deuxième partie de saison dernière, si on regarde à partir de la 24e journée, cette victoire à 3-1 contre Crystal Palace, quasiment que des victoires, une grosse défaite contre Arsenal, mais sinon quasiment que des victoires, un nul, une seule défaite. Finalement, sur leurs 20 derniers matchs de Premier League joués, ils n'ont que 2 défaites, Arsenal là et City sur ce début de saison. Et sur ces 20 matchs, 42 points pris, il n'y a que 2 équipes qui ont fait mieux en Premier League, Arsenal et City. Alors, Cole Palmer est toujours aussi chaud, il a déjà 4 passes décisives sur le début de saison, ajoutez ça à 2 buts. Et Jackson est en pleine confiance, a démarré très très fort sur les 5 matchs, c'est l'inverse de Palmer, sur les 5 premiers matchs, 4 buts pour lui et 2 passes D. Je trouve en plus, on l'a vu contre West Ham où il marque les 2 premiers, entre les jambes d'Areola, et ensuite, ouais, franchement il est chaud, et ensuite avec un vrai beau geste de finisseur pour le 2-0. Il montre de vraies qualités, un peu les qualités qu'on observait début de saison dernière, ou après 3 matchs de Premier League. J'avais fait cette vidéo, Nicolas Jackson est-il un crack? Une analyse, j'ai fait 12 minutes, vraiment analyse technique, détaillée, ses qualités, ses défauts. Dans la première qualité qu'on avait mis en valeur, c'était la qualité de déplacement, plein axe, avec son 1m88, sa vitesse. Il réussissait vraiment à être pertinent dans l'axe, pas toujours facile en Premier League, et il offrait beaucoup de verticalité, très tranchant. Son défaut numéro 1, on le disait déjà après 3 matchs, la qualité de finition. Il ratait beaucoup d'occasions, et ça s'est vu dans les chiffres. Il n'a pas fait une saison déshonorante niveau but, 14 sur cet exercice, cette première saison à Chelsea, mais sur quasiment 20 XG, 19,86. C'est, je crois, la deuxième pire sous-performance, juste derrière Darwin Núñez. Donc voilà, c'est à la finition, on l'a vu match après match, vraiment beaucoup de ratés de Jackson. C'est différent cette saison, et il montre de vrais signes de progression, avec de vrais gestes de tueur. Il marque des buts importants, 3 fois cette saison, le 1-0. Ça c'est important, je trouve, un 9 qui met le premier but du match, pas le 4ème, celui qui vraiment fait pencher la balance. Et c'est pas le seul joueur de Chelsea qui était en difficulté l'année dernière qui a rebondi. Par exemple, je vois un très bon début de saison pour Caicedo, qui a même porté le brassard de capitaine quelques matchs quand Enzo Fernandez n'était pas là. Je vois par exemple un Cucurella, 5 matchs, 5 titularisations dans la foulée de son très bel Euro. Wesley Fofana aussi qui est revenu de blessure, pareil, 5 matchs, 5 titularisations. Et en vrai, pour tous ceux qui parlent d'un énorme effectif gonflé à bloc côté Chelsea
et pas de vraie équipe qui se dégage. La réalité, c'est que quand même, sur les 5 premiers matchs de Première Ligue, il y a 7 joueurs qui ont été les 5 fois titulaires, et tu peux en ajouter 2 de plus, Enzo Fernandez et Madueke, qui ont été 4 fois titulaires. Donc en vrai, Maresca, il est assez proche d'avoir trouvé son 11. Il y a une vraie ossature qui se dégage, et cette ossature avec Sanchez dans les buts, avec Colwill, Fofana, Cucurella, Fernandez, Caicedo comme tandem, le bon départ de Madueke, et qui est-ce qu'on a d'autre? Nicolas Jackson, bien sûr, Cole Palmer, le MVP. Franchement, cette équipe, elle commence vraiment à ressembler à quelque chose. Je trouve qu'en plus, quand tu peux faire entrer en cours de jeu des gars comme Pedro Neto, qui est entré qui a joué les 5 matchs, 3 entrées, 2 titularisations. Tu peux faire entrer Félix, Nkunku, Sancho, de vraies bonnes solutions en sortie de banc. Romeo Lavia aussi au milieu. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de possibilités pour ce que je trouve encore être un des effectifs les plus intéressants. Je pense que je vais continuer d'être un petit peu à rebours de la tendance mainstream qui est de se moquer de Chelsea, mais moi je trouve qu'ils sont un des plus bels effectifs de Première Ligue et de très très loin le plus jeune. 23,8 ans de moyenne âge, 23,8 ans de moyenne d'âge sur ce début de saison. Ils mettent une distance au deuxième Bournemouth, et en plus leur politique contractuelle aussi, dont on se moque beaucoup, et ben en vrai, elle fait qu'ils ont Enzo Fernandez sous contrat jusqu'en 2032, Caicedo sous contrat jusqu'en 2031, Palmer et Jackson sous contrat jusqu'en 2033. Donc ouais, je sais pas, moi il y a un monde où on se moque beaucoup de Chelsea, et dans quelques saisons, attention, je crois que ça pourrait être en train de prendre enfin la bonne direction. Je continue de voir les choses que je voyais plutôt intéressantes sous Pochettino sur la qualité de relance par exemple, de sortie de balle, de jeu de combinaison. Mais maintenant je trouve qu'ils sont plus tranchants, plus verticales, plus tueurs. Il y a plus de maturité pour Jackson qui fait un bon départ. Cole Palmer toujours aussi fort. Mine de rien, ils ont fait quelques vraies bonnes recrues dans le lot. Il y a eu quelques échecs. C'est vrai que Modric ça marche pas. Mais il y a aussi de très très belles réussites. Et voilà. Prochain match de Première Ligue, c'est un vrai test contre Brighton. Pour l'instant, ils ont joué West Ham, Bournemouth, Crystal Palace, les Wolves auxquels ils avaient mis 6-2, et City, un bon match, mais ils avaient quand même perdu. Là, c'est Brighton. Franchement, ça c'est assez costaud. Et après, c'est Forest, deux matchs à domicile, puis un déplacement à Anfield, le 20 octobre. Donc voilà, on va voir vraiment ce que Chelsea a dans le ventre sur cette saison. Mais je trouve qu'on voit de plus en plus que, honnêtement, ça pourrait être assez sérieux. Il y a quelque chose à surveiller. Le temps qui passe joue pour eux, quand tu es aussi jeune. Le temps qui passe joue pour toi. Et d'ici quelques saisons, je me dis peut-être qu'on parlera de ce Chelsea un peu différemment. En tout cas, j'ai hâte de suivre ce développement-là, du côté des Blues. Voilà, c'est les 5 questions que ce week-end me font me poser. Et vous? Est-ce que vous avez une question, une interrogation qui ressort de ce week-end, une analyse à partager? Mettez-moi ça dans les commentaires. Merci d'avoir été présent sur YouTube, en podcast. Merci de m'avoir écouté parler pendant 30 minutes de ce week-end. Et on se retrouve très très vite pour la suite. Prenez soin de vous les potes. Bisous.